Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet majeur, souvent décrit comme un véritable tsunami gris, le vieillissement accéléré de la population et de la transition démographique. Un phénomène global mais particulièrement sensible en France, où il touche à des enjeux politiques, retraite, protection sociale, fiscalité, et suscite régulièrement des débats de société très vifs. Au-delà de cette dimension politique et sociétale, les enjeux sont évidemment économiques et financiers, puisque l'évolution de la démographie va transformer en profondeur nos modèles de croissance, d'épargne et d'investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bechter, chef économiste, qui nous apportera une lecture macroéconomique de cette transition, et Xavier Odoli, directeur de la gestion assurantielle et institutionnelle, qui nous apportera le regard des investisseurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clément. Bonjour Clément. En fil rouge de cet épisode, une question clé. Comment la gestion d'actifs peut-elle accompagner ces évolutions pour protéger l'épargne des Français dans ce nouveau paysage démographique? Philippe, pour commencer, peut-être poser le cadre. Quand on parle aujourd'hui de transition démographique, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que le tsunami gris est une réalité et quelles sont les grandes tendances que tu observes à l'échelle mondiale et en France? Effectivement, c'est un sujet majeur. On l'a vu en France depuis le début de l'année 2025. On en a pris conscience. Le taux de natalité est devenu inférieur au taux de mortalité. Donc on voit bien, là, on touche très clairement ces questions. Et l'INSEE a très récemment fait des projections de population et on voit la population française commencer à diminuer. Donc ça, c'est un premier changement majeur qui ne touche pas que l'économie française. On sait qu'en Chine, la population a commencé à diminuer. C'est le même cas au Japon, en Corée, en Italie, l'Allemagne aussi. Donc on a toute une série de pays pour lesquels la population est en train de changer d'allure. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect majeur est la structure de cette population. C'est-à-dire que c'est bien beau de voir la population changer de taille, mais ce qui est plus important, et c'est une des thématiques majeures pour nous, sociétés de gestion, c'est que la structure de la population change. Dans les années 60, il y avait peu d'inactifs et beaucoup d'actifs. En d'autres termes, beaucoup de jeunes, pas beaucoup de vieux. Progressivement, les choses évoluent et on a progressivement plus de personnes inactives, de gens qui sont à la retraite, et beaucoup moins de jeunes. Et ça touche absolument tout le monde, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Corée ou ailleurs, ou en France. Donc ça, cet effet de structure est majeur. Et associé à cela, il y a deux dimensions qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le premier, c'est que le taux de mortalité est relativement stable et pas très élevé, notamment dans les pays développés. Ça traduit une hygiène de vie, ça traduit une capacité à prendre les sujets de santé publique en compte. Mais par contre, ce qui est très nouveau et qui ne touche pas que les pays développés, c'est la baisse du taux de fécondité des femmes. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on commençait à percevoir et qui font partie de ce qu'on appelle la transition démographique dans les pays développés. Les femmes travaillent davantage, elles veulent davantage d'autonomie, les maisons sont plus chères, etc. Et donc, on a tout un tas d'explications qui expliquent cette inflexion du taux de fécondité. Mais on constate, depuis une dizaine d'années, une rupture sur les taux de fécondité. En Corée du Sud, on est à 0,9, c'est-à-dire 0,9 enfants par femme. Rappelons que pour maintenir la population à un niveau stable, il faut 2,1 enfants par femme. Donc on a des choses qui bougent. En France, le taux de fécondité est à 1,6, il est à 1,3 à l'échelle européenne. Donc c'est ce phénomène-là qui est le plus préoccupant. En d'autres termes, on est dans une situation où le nombre de jeunes diminue relativement au nombre de vieux. Et donc, il va falloir réfléchir autrement à la façon dont les équilibres s'opèrent, puisque jusqu'à présent, les jeunes entraient sur le marché du travail, produisaient
etc., et créer les revenus nécessaires pour verser les pensions des retraités. S'il y a plus de retraités et moins de jeunes relativement, eh bien, on a un équilibre nouveau à trouver. Et on a eu cette discussion déjà en France quand François Bayrou était Premier ministre sur la répartition des revenus entre jeunes et vieux. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quoi qu'il arrive, les revenus qui sont fabriqués par les actifs sont ceux qui permettront de payer les pensions des retraités. Et c'est cette dynamique-là qui est en jeu. Donc Philippe, là, tu décris une véritable rupture à laquelle nous allons tous devoir nous habituer. On ne va pas avoir le choix. On imagine qu'il y a le nouveau défi à affronter. Mais le défi majeur, c'est celui du bien-être. On va mesurer le bien-être de façon très économique par le revenu par tête, par exemple. Le revenu par tête, c'est quoi? C'est la productivité horaire, ce qu'on fabrique en une heure. C'est le nombre d'heures travaillées, c'est le taux d'emploi, combien de gens travaillent dans une société, et c'est l'emploi sur la population. Donc, on voit bien que tous ces éléments ont un rôle essentiel. La productivité a un rôle majeur puisque c'est ce qui va permettre de créer une dynamique de revenus importante. Et après, la question, c'est qui participe à cette création de richesse. Donc là, on a la question des heures travaillées, du taux d'emploi. C'est la question qui était posée en France il y a quelques années, qui est en train de se résoudre d'une certaine manière, qui est le taux d'emploi des plus de 55 ans, qui était très faible, qui est en train de remonter, mais c'est un élément majeur. Plus le taux d'emploi est élevé, plus à productivité donnée, on peut générer du revenu. Et puis après, il y a le taux d'emploi, combien de personnes travaillent par rapport à la population totale. Et si on regarde ces paramètres, on a tous les éléments. Productivité, c'est de l'innovation, c'est comment on fait pour générer de nouveaux produits, des capacités à rendre la production profitable. Les heures travaillées, c'est combien de temps on travaille sur une vie. C'est une vraie question. Et donc la problématique de la durée du travail, durée de cotisation, etc., est posée. Le taux d'emploi, je l'ai évoqué, et puis voilà, la part des emplois dans l'ensemble de la population, ça c'est un élément clé. Donc tous ces éléments vont jouer. Alors après, se posent forcément des problématiques d'équilibre sur l'économie, parce que une population qui vieillit, c'est une population qui a besoin d'éléments de santé publique plus importants, moins d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'EHPAD. Une population qui change de forme, c'est-à-dire qu'on a besoin de soignants, d'aidants, moins d'enseignants et de professeurs. Donc il y a toute une façon de réfléchir différemment. Et puis des obligations d'arbitrage sur les finances publiques, parce qu'il faut mettre davantage de moyens sur les personnes qui gagnent en âge. Et donc, ça veut dire qu'il faut réduire arbitrer sur des dépenses sur d'autres postes macroéconomiques. Donc, il y a une équation qui change. Jusqu'à présent, on était dans un environnement où les jeunes poussaient, et donc ça crée une dynamique favorable aux revenus, et on ne se posait pas trop la question de l'arbitrage. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de l'arbitrage des dépenses, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui va profondément nous interpeller, puisque un peu partout, les dettes publiques sont élevées. Donc, on ne peut pas recourir systématiquement à la dette publique pour résoudre ces questions. Il va falloir réfléchir. Chaque pays va devoir réfléchir sur la façon de faire. Merci Philippe. Et si l'on se place maintenant du point de vue des Français, Xavier, comment ces évolutions vont-elles se traduire dans leur quotidien, notamment en matière d'épargne? Et pour ceux qui ont la responsabilité de la gérer, tels que les assureurs et les institutionnels plus largement, qu'est-ce que cela changera? Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, en réponse à cette transition démographique, le comportement de l'investisseur individuel doit changer. Et il doit changer en prenant en compte 4 grandes thématiques. La première thématique, c'est l'épargne. La deuxième, c'est la prévoyance.
La troisième, c'est la santé et surtout le bien vieillir. Et la troisième, qui cristallise à peu près toutes les discussions politiques en France depuis maintenant 20 à 30 ans, c'est la gestion de la retraite. Alors, si on commence effectivement par l'épargne, les enjeux autour de l'épargne résident autour du transfert de patrimoine d'un côté, mais aussi de l'augmentation de l'épargne de précaution qui devient nécessaire dans le cadre d'une vie plus longue. Euh, Il y a un chiffre qui donne un petit peu le vertige, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne détenue par les baby-boomers, c'est à peu près 9 000 milliards d'euros. 9 000 milliards d'euros, pour donner une idée, c'est globalement un peu moins de 3 fois la dette publique française. Cette transmission de cette épargne va se faire naturellement, plus tardivement que ça l'a été précédemment, lié à l'allongement de la vie. Mais à contrario, il est fort probable que cette épargne serve aussi à financer cette dernière partie de la vie. Donc elle risque d'être consommée d'ici le décès des baby-boomers pour financer cette retraite, mais pas la retraite au sens financier, mais toute la retraite, l'espérance de vie, la vie de tous les jours de ces retraités. Ça, c'est pour les gens qui vont partir à la retraite ou qui sont déjà à la retraite. Mais aujourd'hui, les gens qui vont préparer cette retraite, c'est-à-dire qui ne sont pas encore en retraite ou qui ne vont pas l'être prochainement, vont devoir effectivement réfléchir à mettre de l'argent de côté via l'épargne pour s'assurer, pour avoir une épargne de précaution dans le cadre de tous les enjeux de bien vieillir. La gestion patrimoniale, dans ce cadre-là, ça devient un enjeu central, mais non seulement pour transmettre, mais aussi pour durer dans le temps. Ça, c'est le premier point. La deuxième grande thématique, c'est la gestion de la prévoyance. Alors, l'objectif de la prévoyance, elle est assez simple, en fait. Elle est de financer les aléas de la vie. Donc, avec le vieillissement de la population, ça entraîne mécaniquement une hausse des risques d'incapacité, des dépendances, des pertes d'autonomie. Et aujourd'hui, ces risques, et en tout cas son financement, est largement sous-estimé ou sous-couvert par les Français. Il va falloir y faire face. Concrètement, ça va se traduire par un besoin croissant de garanties de dépendance d'assistance qui vont être fournies par ces grands acteurs institutionnels dans le cadre d'une exposition au risque qui va s'allonger puisque la durée de vie va grandir. Et comme le disait Philippe, il y a un enjeu majeur qui est aujourd'hui aussi sous-estimé, c'est le rôle des aidants. C'est-à-dire que dans le cadre de cette dépendance, on fait appel à la famille, aux proches, pour pouvoir assurer cette fin de vie dans de bonnes conditions. Et ça a un coût qui devrait être aussi assumé quelque part par la société, ou plus précisément par des décisions individuelles de financement. Le troisième point, c'est le bien vieillir, dans lequel je mets aussi la santé. C'est bien vieillir en bonne santé. L'allongement de la durée de vie, c'est une nouvelle formidable pour tous les Français, mais ça s'accompagne d'une hausse structurelle des dépenses de santé, notamment liées aux maladies chroniques et au grand âge. Le financement du bien vieillir, ça devient un enjeu majeur. Ça devient un enjeu majeur pour chaque Français et il s'agit d'anticiper dès la vie active, en fait, ce qui pourra se passer demain en cas de perte d'autonomie et sur une durée qui augmente de par l'allongement de la durée de la vie. Ça va passer par des produits d'épargne qui sont dédiés, par des garanties de prévoyance qui vont être dédiées. Ce qui est important en termes de comportement de l'investisseur aujourd'hui, c'est bien vieillir à un coût. Et l'enjeu, ce n'est pas uniquement de le subir, mais c'est surtout de le planifier. Et le dernier thème, c'est bien sûr les retraites. Alors, un thème qui cristallise beaucoup de tensions aujourd'hui en France. On rappelle qu'on a un système en France de retraite qui repose actuellement sur une retraite par répartition. Les cotisations des actifs aujourd'hui financent les pensions des retraités d'aujourd'hui. Ce modèle est vertueux, il est solidaire, il est efficace dans un contexte de croissance démographique. Philippe vient de le dire, c'est plus vraiment le cas. De moins en moins de naissances et une durée de vie qui s'annonce. Et donc, il est mis à rude épreuve. La tendance de fond, en tout cas pour moi, elle est claire. Il va falloir trouver des moyens de compléter cette retraite par répartition par des démarches individuelles qui vont aller plus vers de la capitalisation, même si le mot parfois peut choquer en France. Dans cette capitalisation, dans cette retraite par capitalisation, chacun épargne pour financer sa propre retraite. C'est ça l'enjeu. La bonne nouvelle, c'est que des produits existent aujourd'hui, les plans d'épargne retraite, qu'ils soient individuels, collectifs, obligatoires, salariaux, ils existent, les Français les utilisent, mais
je pense qu'ils ont vocation à se développer massivement. Tout cela va devoir bien sûr être mis en face des décisions politiques et fiscales qui vont être prises dans les prochaines années, sur lesquelles nous avons aujourd'hui un grand aléa. Donc encore une fois, le devoir de l'investisseur individuel, c'est de se préparer à anticiper et à bien vivre d'un point de vue financier cette retraite. Les grands enjeux, ce sont la nécessité de se transformer pour les Français, mais aussi pour les Européens. La France n'est pas la seule à avoir ce problème, même s'il y a un système de retraite qui est assez particulier, on va dire, ou unique. Mais pour préparer, il existe des solutions. Et c'est aussi à nous, hein, gérants des actifs et gérants des encours, en particulier pour le compte des institutionnels et des assureurs, d'accompagner cette transition avec des solutions. Donc Xavier, comme tu le soulignes bien, les investisseurs institutionnels, assureurs, caisses de retraite mutuelles, vont devoir adapter leur modèle. Quelles sont les conséquences à attendre? Alors, pour répondre à cette question, il faut avoir en tête, en fait, le rôle de l'investisseur institutionnel. L'investisseur institutionnel, parmi lesquels l'assureur est un investisseur institutionnel particulier, sont en fait les garants des engagements financiers à long terme, en fait, des particuliers. L'allongement de la durée de vie, la baisse de la natalité, la diminution relative du nombre d'actifs va nécessairement modifier ces engagements futurs. Et je pense qu'il y a 3 grandes conséquences que j'ai pu identifier pour les investisseurs institutionnels et en particulier les assureurs. La première concerne le passif de ces assureurs. Ce premier impact, il est structurel. Il devrait, ces passifs, s'allonger et se complexifier. Les assureurs et les fonds de pension européens font face à des engagements de plus en plus longs à mesure que les assurés vivent plus longtemps. A contrario, on a un comportement qui devrait être plus volatile de la part des assurés sur la sortie de leurs fonds pour faire face aux aléas de la vie, pour transformer l'épargne en un revenu complémentaire. Les seniors aujourd'hui sont confrontés à des besoins de trésorerie qui sont croissantes et qui peuvent être amenés de manière plus imprévisible qu'avant à sortir leur épargne, à sortir les fonds qu'ils ont confiés aux assureurs de manière à faire face à ces aléas. Donc un double impact, à la fois un allongement des passifs et un allongement de la vie et effectivement des besoins de trésorerie qui pourraient être croissants. Et justement, ces besoins de trésorerie, ça donne un deuxième enjeu extrêmement important pour les investisseurs institutionnels. C'est le risque de liquidité. On devrait arriver en France dans un moment où on va passer d'une phase d'accumulation à une phase de décumul. Pourquoi ? Du côté des entrées, en fait, le flux d'épargnants va se tarir, va réduire, puisque les baby-boomers, on l'a dit tout à l'heure, vont partir à la retraite, sont partis à la retraite, mais vont aussi arriver sur leur fin de vie. Et du côté des sorties, ça va devenir plus important. Il va falloir financer cette dernière partie de la vie. Il va falloir financer les aléas. On considère qu'en fait, le mur de dépendance pour les baby-boomers devrait arriver entre 2035 et 2045. En effet, la dépendance, l'entrée en dépendance est massive entre 83 et 85 ans. Donc, si on prend les baby-boomers, d'ici une dizaine d'années, ils vont avoir besoin de liquidités pour financer cette dépendance. Après ce pic de dépendance, nous arrivons à ce qu'on appelle le pic successoral. C'est-à-dire qu'il va falloir transmettre l'argent, l'épargne, en tout cas ce qu'il en restera. Et ça va aussi entraîner des sorties massives de liquidité de la part des assureurs en particulier. Donc, verser le capital qui est dû aux ayants droit, c'est des liquidités à sortir des contrats d'assurance, en particulier des contrats d'assurance vie. Enfin, le troisième enjeu, mais ce n'est pas un enjeu qui est nouveau, c'est l'affirmation de la responsabilité actuelle des institutionnels. Ils ont une responsabilité active dans accompagner les assurés et les épargnants de manière à leur proposer des solutions qui soient conformes à ces nouveaux besoins. Et ça, c'est un véritable enjeu, mais c'est aussi une manière pour l'investisseur institutionnel d'affirmer son rôle de pilier sociétal et leur responsabilité extra-financière. En résumé, si on prend ces 3 grands enjeux, la transition démographique, elle place les investisseurs institutionnels et les assureurs face à 3 défis. Gérer des passifs de plus en plus longs et de plus en plus complexes,
anticiper un risque de liquidité croissant et assumer leurs nouvelles responsabilités vis-à-vis des épargnants et surtout de la société. Alors c'est un défi de taille, hein, mais c'est aussi une formidable opportunité pour ce monde de l'investisseur institutionnel de se réinventer, de réinventer nos métiers au service du bien vieillir collectivement. Écoute, c'est très clair, merci Xavier. Philippe, tout cela ne sera pas sans conséquences sur l'économie réelle, on le sent bien. Peux-tu nous éclairer sur ce que l'on peut percevoir comme un potentiel et même nécessaire alignement des planètes entre épargne individuelle et financement de cette économie réelle? On rentre dans quelque chose de complexe. Xavier a esquissé un certain nombre de points. On voit bien la problématique qui est posée à l'échelle collective. On a aujourd'hui en France une retraite par répartition. On sent bien que c'est une dynamique qui ne sera pas suffisante demain pour financer l'ensemble des retraites. On pense beaucoup à la capitalisation, mais avec une problématique qui est celle du financement de cette capitalisation. Le coût des retraites aujourd'hui, pour chacun de nous salariés, est déjà très élevé. Il suffit de regarder sa fiche de paye pour se rendre compte que notre contribution individuelle est déjà très élevée. Et passer à la capitalisation, ça veut dire que en plus de cette contribution à la retraite par répartition, il faut ajouter la capitalisation. Alors, on va avoir un problème d'inscription dans le temps. Pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui, la situation peut être gérable. Pour ceux qui sont déjà plus âgés, la question est de savoir si l'enjeu en vaut vraiment le coup, parce que bien sûr que ça peut être, on met de côté un petit peu plus, mais ça ne changera pas l'image complète qu'on peut avoir. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et puis, donc ça, c'est l'élément clé à l'échelle individuelle. Après, se posent d'autres questions sur le financement, sur notamment le sous-financement des retraites publiques, hein. Ça, je crois que c'est une vraie question qui est posée et sur lesquelles il y a des discussions très intenses depuis quelques mois en France, puisque finalement, le financement des retraites publiques se fait par l'émission de dette publique. Ça n'est pas, ça n'est pas soutenable dans la durée. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées aujourd'hui ici. Après, se pose un autre type de questionnement sur la répartition entre les revenus des actifs et le revenu des retraités. C'est une question majeure euh, qui est une source de discussion intense depuis de nombreuses années entre économistes. Mais on voit bien la question posée aujourd'hui avec ce changement de tendance sur la démographie. C'est-à-dire que tant qu'il y a beaucoup d'actifs et peu de retraités, personne n'y fait attention. Au moment où le nombre d'actifs diminue relativement et par rapport au nombre de retraités, eh bien, les retraités, eux, souhaitent bénéficier d'une retraite à laquelle ils ont cotisé pendant une quarantaine d'années, et les actifs doivent, dans le même temps, être incités à travailler suffisamment ardemment pour générer les revenus suffisants qui permettront de payer les pensions et leurs propres revenus à eux. Donc il y a une façon de réfléchir qui est, sur lesquelles il va falloir se pencher, être suffisamment incitatif pour que ceux qui travaillent continuent de le faire de façon efficace et probablement il va falloir trouver des ajustements sur la question des pensions. Les retraites, c'est un truc tout simple. Vous avez trois paramètres. Vous avez le taux de prélèvement sur les actifs, le niveau des pensions et la durée de cotisation. C'est les trois paramètres qui sont essentiels, notamment dans le cadre de la retraite par répartition. Donc, si on veut ajuster, il faut jouer sur un de ces trois paramètres. Et la discussion qu'il y a eu il y a encore
quelques semaines encore, sur le niveau des pensions. Est-ce que les pensions doivent être indexées sur l'inflation alors que les salaires ne le sont pas? Voilà, c'est le type de question qui est posée. Sur la durée de cotisation, est-ce qu'il faut cotiser 40, 41, 42, 45 ans? Et associé à cela, on met toujours à côté l'âge éventuel de départ à la retraite. Mais c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et puis, la question de l'incitation sur le taux de prélèvement. Est-ce qu'on peut augmenter le taux de prélèvement sur les actifs aujourd'hui sans réduire leur incitation à travailler et à générer les revenus macroéconomiques? Donc là, il y a des questions de société qui sont posées. Ce qui est un petit peu dommage en France, c'est que ces points ont été mis en avant dès le moment où Michel Rocard était Premier ministre, à la fin des années 80, et que finalement, on n'a pas l'impression qu'on ait beaucoup maturé là-dessus. On voit bien que c'est un enjeu politique très fort, mais c'est avant tout un vrai enjeu économique parce que chacun d'entre nous a besoin d'un revenu et les discussions qu'il y a aujourd'hui sur les retraites, à mon sens, génèrent de l'incertitude qui n'est pas quelque chose qui joue favorablement sur la macroéconomie, sur la façon dont on peut percevoir le futur, parce que à tout moment, on peut demain décréter que les retraites se prennent à 60 ans, alors que dans d'autres pays, on voit bien que on va prendre les retraites seront prises à partir de 70 ans. Donc ça pose de vraies questions de compétitivité, d'incitation, etc., et d'équilibre du système. Donc là, je pense qu'on a une bonne vision macro de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer. Mais Xavier, dans ce contexte, on sent que le rôle du gérant d'actifs va lui aussi devoir évoluer. Finalement, est-ce que l'on ne passerait pas d'un simple objectif de performance à une mission plus large, presque systémique? Alors, en fait, la réponse pour moi, elle me semble assez claire. Notre mission traditionnelle au service des investisseurs institutionnels et in fine de l'épargnant individuel, elle va non seulement perdurer, mais elle va en plus se renforcer, à condition bien sûr qu'on soit capable de s'adapter à ces nouveaux paradigmes. Notre mission de base, notre cœur métier, il va rester inchangé. Accompagner l'évolution des passifs de ces investisseurs institutionnels, gérer le risque de liquidité croissant, on en a parlé tout à l'heure, et délivrer de la performance sous l'ensemble des contraintes que peuvent avoir ces investisseurs. Là où je te rejoins totalement, c'est que l'intensité et la complexité de cette mission, elle risque de croître de manière significative. Au cœur de cette mission, nous avons le devoir d'accompagner nos clients institutionnels, en particulier les assureurs, pour adosser leurs passifs et identifier des solutions d'investissement qui soient adaptées à ces nouveaux paradigmes et aux 4 grandes thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Ça implique de les insister dans la mise en place de solutions innovantes du côté de la gestion de l'actif des investisseurs institutionnels. Gestion de l'actif qui doit être capable de répondre à des engagements de plus en plus longs et complexes. La notion de solution institutionnelle que nous avons mis en place chez Ostrom Asset Management devient centrale au cœur de notre organisation, au service de ces nouveaux enjeux, et toujours en plaçant au cœur de nos préoccupations l'atteinte des objectifs du client. Ces objectifs du client, ils sont financiers, ils sont comptables, ils sont prudentiels, mais ils sont aussi extra-financiers. Et c'est pour ça que nous devons accompagner ces investisseurs institutionnels dans ces réflexions. Au-delà, effectivement, de notre rôle, je dirais, financier, nous avons également la responsabilité d'accompagner ces grands institutionnels dans la réflexion sur leur transition. On a parlé à l'instant de transition démographique, mais il va falloir qu'on les accompagne sur les autres transitions, les transitions énergétiques, technologiques, réglementaires. Et cet accompagnement, il va s'intégrer à l'ensemble des phases de notre processus de décision. D'un autre côté, il va falloir faire évoluer notre gestion. Ça, c'est sûr. C'est probablement le point le plus structurant de notre métier. L'horizon long doit redevenir la norme. Pour répondre aux besoins de ces investisseurs institutionnels face à la transition démographique, nous devons proposer des allocations capables d'investir dans des actifs qui correspondent aux horizons de placement et au risque des engagements.
Alors, vous avez les actifs traditionnels, qui sont les actifs de carry, les obligations longues, l'actif immobilier, les infrastructures. Il y a beaucoup de classes d'actifs qui offrent une visibilité, une régularité sur le long terme. Mais si on prend l'exemple du monde anglo-saxon, le monde anglo-saxon a déjà répondu à cette question en proposant comme standard de marché sur des horizons longs une allocation du type 60% actions, 40% obligations. Alors, ce sont des allocations que nous n'avons pas l'habitude d'avoir, nous Européens, en particulier français, parce que cela implique une vision du risque qui est différente de notre vision habituelle. On est en train de parler de changement de culture. La question, elle doit être posée. L'investisseur européen, il est historiquement plus averse au risque que son homologue américain. Mais on sait très bien que sur des horizons longs, là on est en train de parler de 20 ans, 30 ans, la durée moyenne de la retraite à toutes choses égales par ailleurs, il faut certainement accepter plus de risques à court terme pour générer plus de rendement sur le long terme. Et ça, c'est le changement de culture, l'appréhension du couple risque-rendement, en particulier pour l'investisseur individuel, pour l'épargnant. Ça, nous avons le devoir d'accompagner et d'expliquer à nos clients ce besoin d'avoir une vision plus long terme. D'une manière générale, même si notre rôle ne change pas, cette transition démographique, c'est une opportunité unique pour affirmer notre rôle sociétal aussi en tant que gestionnaire d'actifs. Notre capacité à innover, à accompagner, à anticiper et à éduquer sera déterminante pour répondre à tous ces défis de demain. En tout cas, c'est le sens de notre engagement chez Ostrom Asset Management, Active for Life. Donc effectivement, gérer les actifs sur tout le cycle des vies des épargnants. Merci Xavier, on comprend le rôle essentiel que vont devoir jouer les gérants comme Ostrom AM. Mais Philippe, si on revient à un niveau plus macro, au fond, est-ce qu'on doit voir cette transition démographique comme une contrainte durable ou aussi comme une opportunité de transformation de notre modèle économique? Quel message final souhaites-tu passer à nos auditeurs? On est dans une situation complexe parce que une population qui vieillit est une population qui est moins agile et donc une capacité à s'adapter à ce nouvel environnement plus difficilement. On a une contrepartie en même temps qui est celle de la technologie qui progresse très vite. Et donc, il va falloir trouver le moyen d'adapter cette société à une technologie nouvelle qui probablement générera des gains de productivité dans une société qui vieillit. Le challenge, le défi est très important pour tous les pays, qu'on soit européen, qu'on soit aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Des questions nouvelles sont ouvertes et donc on va forcément devoir réfléchir au modèle macroéconomique tel qu'on le perçoit. On n'est plus dans une phase où les jeunes poussent, génèrent des innovations à tout va et créent une dynamique vertueuse dans le futur. Là, on est sur quelque chose de nouveau, un modèle à réinventer. Et on ne peut pas se baser sur le modèle japonais, parce qu'on parle souvent du modèle japonais qui vieillit très vite. Mais les Japonais ont eu la capacité, pendant les années 60, 70, 80, d'investir beaucoup dans le reste du monde. Et ils en tirent encore aujourd'hui beaucoup de revenus. Les Européens n'ont pas eu cette capacité, ne se sont pas donné les moyens de faire cela dans la durée. Et donc, on va être face à nos propres contradictions, si je puis dire, alors que les Japonais peuvent rapatrier des profits d'entreprises basées aux États-Unis ou en Asie quand la situation interne n'est pas favorable. Donc, on va devoir se réinventer et c'est à la fois quelque chose de fascinant, mais qui va nous demander de l'énergie à tous pour qu'on continue à bien vivre dans notre région européenne. Écoute, merci Philippe et merci à tous les deux pour ces éclairages. Ce que l'on retient de cet échange, c'est que le tsunami gris n'est pas seulement un défi démographique, c'est une transformation systémique qui touche à la fois nos économies, nos modèles sociaux et notre rapport à l'épargne. Dans ce contexte, le rôle des investisseurs institutionnels et plus largement des gérants d'actifs apparaît plus central que jamais, non seulement pour protéger l'épargne, mais aussi pour l'orienter vers le financement de l'économie et accompagner ces grandes transitions. Merci Philippe, merci Xavier. Merci à toi. Merci Clément. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents sur les plateformes d'écoute et notre site internet.
À très bientôt pour un prochain épisode de Transition.